Salut, on va parler de Laurent Nunez qui annonce les 10 000 agents mobilisés à Paris. C'était hier, on va le mettre. Ça dure 28 minutes et après je mettrai X. En déplacement à Aubervilliers en région parisienne pour inspecter bien sûr les dispositifs qui sont mis en place pour que la soirée de la Saint-Sylvestre se passe le mieux possible. On l'a dit, beaucoup de forces de l'ordre mobilisées. En région parisienne, ce sont 10 000 gendarmes et policiers qui sont mobilisés, 100 000 sur l'ensemble du territoire. Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, qui doit ensuite se rendre à la brigade des sapeurs-pompiers de Montmartre, dans le 18e à Paris. On suit bien sûr ce déplacement avec nos équipes. On va revenir sur ce dispositif de sécurité qui concerne notamment les Champs-Élysées, avec Alizée Boissin qui est sur place pour BFM TV sur l'avenue parisienne. J'imagine qu'elle se remplit peu à peu. Tout d'abord, parlons de ce dispositif exceptionnel pour accueillir plus d'1 million de personnes. Oui, absolument. 10 000 gendarmes et policiers sont attendus à Paris, mais aussi dans la petite couronne. Pour être totalement transparent, on n'est pas encore sur les Champs-Élysées parce que les barrières aux alentours n'ont pas encore été ouvertes. Il y a un gros dispositif de sécurité qui s'est mis en place tout au long de l'après-midi. La circulation a été coupée, évidemment, sur les Champs-Élysées. Et maintenant, vous voyez ces touristes qui attendent tout simplement de pouvoir rentrer, pénétrer sur les Champs-Élysées et donc faire la fête. Vous l'avez dit, 1 million de personnes sont attendues ici. Les rues aux alentours des Champs-Élysées sont fermées, tout comme les métros et les RER. Il faudra donc être patient, mais ça devrait maintenant ouvrir d'ici quelques minutes. Alors, les gens vont sur les Champs-Élysées ce soir parce que ça sera avant tout la fête. Absolument, absolument. Je suis avec une famille qui vient de Nice. C'est la première fois que vous venez fêter le Nouvel An à Paris. Ça risque d'être magique. Qu'est-ce que vous attendez de cette soirée ? Écoutez, on est venu exprès pour vivre cette soirée en direct. On est heureux, je suis avec mes filles, on a hâte de voir ce que ça va donner. L'Arc de Triomphe éclairé, la magie sur les Champs-Élysées, on est là pour ça. Bon, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, les filles, pour 2025 ? De la réussite, je crois. Ah ouais, la réussite, comme je suis en prépa, tout ce que je veux, c'est réussir les concours, voilà, essayer de faire au mieux et puis de profiter de cette soirée surtout et voilà, d'être en direct et de savoir que on la regarde pas à la télé, on y est vraiment, donc franchement, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour toi ? Peut-être une future championne du PSG, on a là. Ouais, j'espère. Voilà, pour la petite anecdote, avec Vincent Gauthier, tout à l'heure, on était en train de sortir du dispositif et on a croisé Neymar, le célèbre joueur de foot, entouré d'un gros dispositif aussi de sécurité, évidemment. Donc vous le voyez, la soirée s'annonce ici exceptionnelle. Merci Alizée Boissin avec Julie Rosaire sur les Champs-Élysées qui nous fera vivre ce soir cette soirée. On le disait, une mobilisation très importante des forces de l'ordre parce que le risque terroriste est toujours là. C'est ce que tenait à rappeler ce matin sur BFM TV le préfet de police, Laurent Nunez. Sur les Champs-Élysées, il faut qu'on soit attentif parce qu'il y a une foule importante, il y a le risque terroriste qui est toujours présent, d'où ces dispositifs de fouille, de palpation, cette présence policière. Le ministre de l'Intérieur a souhaité qu'on ait le même dispositif que l'an passé, c'est-à-dire un dispositif très musclé qui nous permet d'assurer une présence visible des forces de l'ordre partout. Mais nous ne négligeons pas pour autant, bien évidemment, la prévention des violences urbaines avec des arrêtés de police administrative visant à interdire les ventes d'artifices, être très ferme au moindre débordement, moindre tentative d'incendie de poubelles, prise à partie des forces de l'ordre. Nous serons extrêmement réactifs et extrêmement fermes. Et d'ailleurs, j'en profite pour adresser un message de mise en garde. Ce sera tolérance zéro, évidemment, sur ces sujets. Alexandra Gonzalez, bonsoir. Bonsoir. Il y a bien sûr les traditionnels débordements lorsque les gens font la fête, avec les excès que l'on connaît, mais il y a aussi ces violences urbaines qui se répètent les soirs de réveillon. On parle des forces de l'ordre qui sont prises à partie, parfois des bagarres, des poubelles, des voitures brûlées, des tirs de mortier qui parfois se transforment en tirs tendus contre des policiers. C'est ce que disait ce matin Laurent Nunez. Oui, et on les voyait tout à l'heure à l'image lors du déplacement de Bruno Retailleau dans ce commissariat d'Aubervilliers, des mortiers d'artifice saisis. Alors c'est vrai, quand on dit tir de mortier, on peut penser à presque une arme de guerre. En fait, les mortiers, ce sont des tubes qui servent à lancer des feux d'artifice et qui sont utilisés contre les forces de l'ordre. Ils sont pourtant interdits à la vente. Interdits à la vente, il y a des arrêtés qui sont pris, effectivement, et pour autant, il y a encore des commerces en sous-main qui peuvent vendre ce type de produit ou après, via des applications, c'est assez facile malheureusement de continuer à s'en procurer ou
partout au-delà de nos frontières. Donc il y a des contrôles aux frontières qui sont renforcés depuis quelques jours justement pour empêcher, pour permettre la saisie de ce type de produits. Ils sont utilisés donc contre les policiers, contre les gendarmes, contre les pompiers aussi, et peuvent provoquer des brûlures, des graves brûlures. C'est pour ça que c'est un sujet de préoccupation pour les autorités. Donc voilà, regardons les voies à l'image. Ce sont ces mortiers là qu'on voit dans les cartons, plus de 300 kilos qui ont été saisis ces derniers jours grâce à un travail de la police judiciaire. En tous les cas, c'est l'une des craintes, ce n'est pas la seule, hein, elles sont nombreuses et assez classiques, j'ai envie de dire, pour un 31 décembre. Il y a le risque terroriste que vous évoquiez. Il faut rappeler qu'on est toujours en urgence attentat, donc c'est le niveau le plus élevé du plan Vigipirate. Exactement, et le renseignement continue son travail en coulisses à déjouer régulièrement des tentatives d'attentat. Et donc il y a cette menace qui existe, il y a la délinquance d'opportunité qui, à chaque fois qu'il y a des rassemblements, peut exister. Et puis ce ne sont pas les seuls fléaux contre lesquels la police et la gendarmerie doivent lutter. Il y a aussi l'alcool au volant, avec des contrôles qui seront renforcés ce soir sur les routes. Et c'est important de le rappeler parce que chaque année, ça provoque énormément d'accidents, de travail ensuite pour les urgentistes. Tous ces risques sont pris en compte, sont évalués et ont donc abouti à ce que ce soir, il y ait un dispositif très important qui soit déployé sur le terrain. Alors maintenant, c'est vrai qu'on le voit depuis quelques mois, on a l'impression qu'à chaque événement d'ampleur, notamment depuis les JO, enfin même un peu avant d'ailleurs, le dispositif, on demande aux policiers et aux gendarmes d'être à pied d'œuvre, surmobilisés pour éviter tout risque. Et donc c'est parfois vraiment presque démesuré par rapport aux besoins sur le terrain, mais en tout cas c'est une volonté affichée, une volonté presque politique d'assurer la sécurité à tout prix. Et donc ce soir, on le voit, les policiers et les gendarmes seront très nombreux avec la police municipale, avec les pompiers, avec les forces sentinelles sur le terrain. 100 000 policiers mobilisés partout en France. C'est le prix à payer pour que cette soirée du 31 se passe bien, vous qui êtes policier? Alors, c'est le prix à payer. Disons que c'est le fruit de l'expérience pour ce qui est du réveillon de l'année passée, où il y avait un dispositif qui était massif, qui était conséquent, et on avait vu des effets positifs. On avait vu qu'il y avait 20% de véhicules brûlés en moins, on avait vu qu'il y avait 11% d'interpellations en plus. C'est-à-dire que quand on met sur le terrain des forces de l'ordre visibles, ça dissuade certains de commettre des actes de délinquance? Alors, la peur du gendarme, ça fonctionne, donc effectivement, c'est un effet positif, mais il faut bien comprendre qu'on a vu les Jeux Olympiques avec beaucoup de forces de police, bien visibles, ça rassure. On l'a vu pendant les JO. Hein. On l'a vu, ça fonctionne, ça dissuade. Mais ça fonctionne et ça dissuade à quel prix? Au prix de la fatigue des effectifs. C'est ce que je disais, il y a un prix à payer quand même. Exactement. C'est-à-dire qu'on vous mobilise continuellement. Le problème, c'est que l'exception devient la norme. Ouais. Et à ce moment-là, le collègue, il ne tient pas. On a assez de policiers, de gendarmes pour à la fois assurer l'été des JO. Alors les JO, c'est tous les 100 ans, donc, mais pour assurer régulièrement comme ça une surmobilisation de ces forces de l'ordre? Absolument pas. Et c'est pour cette raison-là que les journées de congé sautent, que les heures supplémentaires s'accumulent et que les collègues ne voient plus leur famille. Donc cette solution qui fonctionne, on met beaucoup de bleu dans la rue, il y a plus de sécurité, tout le monde en demande et c'est très bien, mais ça ne pourra pas tenir sur le long terme. Il faut des solutions de fond que l'on apporte avec une justice pénale dissuasive et tout un tas de mesures qui nous permettront de nous sortir de la situation. Alors il y a aussi des dispositifs qui sont mis en place dans certaines préfectures, je pense notamment du côté du Bas-Rhin, dans certaines villes, à Strasbourg mais aussi à Bordeaux, des couvre-feux pour les mineurs. On impose des couvre-feux, c'est une arme efficace? Alors c'est une arme qui est cohérente parce qu'effectivement un jeune de 16 ans, de moins de 16 ans non accompagné n'a strictement rien à faire. Même le soir du réveillon? Même le soir du réveillon. Enfin, moi, mon enfant à 14 ans, il ne sera pas tout seul dehors le soir du réveillon, quand bien même. Couvre-feu chez vous. Voilà. Mais ce que je veux vous dire, c'est que cette mesure, elle ne va pas impacter le jeune délinquant. Lui, il est capable de franchir l'interdit de tirer au mortier sur les forces de l'ordre. Donc l'interdit du couvre-feu, ça lui fait pas mal. Si vous voulez, là où il faut jouer, c'est sur la responsabilisation des parents, sur le respect de l'autorité de l'État, de la police, de l'école, et passer par là pour retrouver un cadre. Le couvre-feu, ça vous permet néanmoins de pouvoir interpeller un jeune mineur qui se trouve dans la rue, qui ne doit pas y être, et le raccompagner aussi. Oui, ça facilite les contrôles, et de toute façon, ça peut être une aide, mais ce ne sera jamais qu'une aide ponctuelle. La solution de fond, c'est l'éducation. On voit qu'il y a un enjeu politique également. Aurore Malval, bonsoir, réquisition chef adjoint du site de Marianne. Pour Bruno Retailleau, j'ai envie de dire, c'est son premier 31. Il ne peut pas faire moins bien
que son prédécesseur, Gérald Darmanin. Donc, en termes de mobilisation policière, on est au même niveau, sinon un peu plus que l'année dernière. Un peu plus, je crois que c'est 10 000 policiers et gendarmes en plus. C'était 90 000 l'an dernier. Maintenant, on est à 100 000, oui. Donc là, on est à 100 000. Et effectivement, ce 31, c'est un petit peu aussi à chaque fois la guerre des chiffres. Alors, toujours avec ce côté, quand les chiffres sont bons, c'est grâce au ministère de l'Intérieur. Et s'ils ne sont pas bons, ce n'est pas de leur faute. Il y a vraiment un peu cette bagarre. Et d'ailleurs, qui est très compliquée à saisir réellement. Parce qu'en fait, on a du mal à suivre la courbe. Les indicateurs ne sont pas toujours les mêmes des années sur l'autre. On voit qu'à un moment, d'ailleurs, ce fameux comptage des voitures brûlées... Ah oui, alors est-ce qu'on le fait toujours, ce comptage? Eh bien, alors, il a été fait, puis abandonné, parce qu'il donnait lieu à une surenchère, enfin, soi-disant, encore une fois. Donc, alors, il paraît qu'il y a des challenges sur TikTok entre quartiers. Alors, et donc ça, c'est pour éviter on cela. l'avait vu, effectivement, même au moment des émeutes. Ça n'a rien, je dirais d'ailleurs, de particulier, de spécifique sur cette nuit du 31, parce qu'effectivement, on voyait des fois au moment des émeutes sur Snapchat qu'il y avait des défis, justement, sur cette question, même d'ailleurs, des fois, de compétition entre différents quartiers par rapport, d'ailleurs, même aussi à des incendies ou à des tirs de feux d'artifice et autres. Donc, mais on voit que vraiment, par rapport à ce comptage des véhicules, d'ailleurs, qui apparaît quand on regarde la courbe sans lien avec les interpellations qui effectivement ont été en augmentation l'an dernier. Il y avait plus 11% d'interpellations. Donc on voit bien que cette année aussi, de mettre 100 000 policiers et gendarmes, c'est aussi dans l'espoir que ce chiffre sera en augmentation et que le ministre de l'Intérieur pourra aussi se targuer, si je puis dire, d'un meilleur bilan que son prédécesseur. Mais encore une fois... Il y a eu aussi un avant et après JO, c'est-à-dire que les Français ont vu que lorsqu'on mobilisait vraiment beaucoup de monde, notamment à Paris, on pouvait se balader à Paris jour et nuit sans difficulté, sans crainte. Alors peut-être qu'il y en avait même trop, parce que parfois on avait l'impression que ces policiers étaient sur la voie publique à attendre, on ne sait pas trop quoi, mais ça a rassuré. Et j'ai l'impression que voilà, depuis, on a fixé maintenant quand même une norme. Je crois que vous le disiez très bien tout à l'heure, c'est aussi dans cette surenchère. Alors effectivement, la peur du gendarme, ça marche, la peur du policier, mais en même temps, c'est pas une situation qui peut être tenable. On peut pas mobiliser un gendarme sur deux, un policier sur deux, tous les jours sur un dispositif de sécurité massif. Donc, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on n'est pas en situation exceptionnelle? Effectivement, ça pose une question. Ça me rappelle aussi un petit peu quand il y avait ces opérations Sentinelle où également des policiers des militaires étaient mobilisés aussi sur des longues périodes pour patrouiller en ville. On le voit un petit peu moins d'ailleurs aujourd'hui. C'était aussi un boulot qui était très compliqué, même psychologiquement, pour les forces de l'ordre et pour les militaires d'être effectivement visibles, mais sans être justement sur des théâtres d'opérations ou dans des opérations, en tout cas plus sur le long cours. Je dirais cette mobilisation présence, elle est aussi très compliquée à gérer. Enfin, vous le direz mieux que moi, mais chez les forces de l'ordre, le fait d'être... C'est des missions différentes à chaque fois. Oui, ce que je voudrais vous dire, c'est que en un sens, il n'y en a jamais trop des forces de l'ordre. Quand vous avez l'impression qu'ils sont là à attendre un petit peu, on ne sait pas pourquoi, c'est simplement parce que l'effet de dissuasion de la masse a produit son effet. Mais c'est plutôt positif, qu'il n'y ait pas besoin d'aller plus loin. Maintenant, oui, évidemment que ça peut durer ad vitam aeternam, une situation où on suremploie les effectifs de police comme ça. C'est pour ça qu'il faut comprendre qu'il faut engager des acteurs de l'État de façon bien plus large que le prisme régalien police-justice, en mettant dans la course l'éducation pour favoriser le développement d'une société plus apaisée. Ce n'est pas uniquement le rôle de la police de travailler à ça. Aussi individuelle. Mais Aurore parlait de ces chiffres qu'on ne communique plus vraiment, celui des voitures brûlées. Oui, et elle a raison. C'est vrai qu'il y avait un phénomène de compétition d'un quartier à un autre, comme on peut le retrouver sur les vidéos incitatives de tirs de mortier, comme on peut le retrouver sur les rixes entre bandes rivales. Oui, il y a... un enjeu comme ça. Donc il y a une consigne de ne plus donner des chiffres. Elle est plus médiatique que policière, mais le fait est qu'en effet, quand ils regardent ça... Sauf que le problème, c'est qu'on finalement on supprime un thermomètre. Ça permet quand même de voir... Le problème, c'est qu'il a déjà été supprimé, parce que comme la courbe, elle a été cassée... Ça évite la surenchère, mais enfin, ça nous enlève un indicateur. Les remontées du terrain étaient aussi variables, c'est-à-dire qu'il y avait des préfectures qui communiquaient très largement là-dessus aussi, parce que parfois, encore une fois, les chiffres étaient bons, et c'était l'occasion de vanter même un bilan préfectoral intéressant, ou même d'ailleurs pour les maires, et on voit avec ces couvre-feux, je dirais, régionaux, locaux, de plus en plus que, en fait, il y a cette question de l'affichage sécuritaire qui joue de plus en plus. C'est à qui tiendra le mieux aussi sa métropole et sa mairie. Bien sûr qu'il y a un effet concret et que ça permet, comme vous l'avez dit, d'opérer des interpellations et sûrement de prévenir une délinquance locale, mais en même temps, plus il y a, je dirais même, cette compétition aussi, elle vaut
pour les mairies, pour les métropoles, de dire voilà, moi je fais respecter l'ordre sur mon territoire et entre guillemets les vaches sont mieux gardées chez moi que chez le voisin. Est-ce qu'il y a toujours ces arnaques à l'assurance, c'est-à-dire qu'on profite de l'opportunité de ces incendies de voitures pour mettre le feu à sa propre voiture non, ça arrive toujours ou c'est une légende urbaine? Dans l'absolu, tout peut se faire et tout peut se tenter pour la personne malhonnête, mais il n'y a pas besoin d'aller chercher ça pour qu'il y ait un problème avec les véhicules brûlés, les soirs de réveillon. Le problème, c'est celui de la délinquance, des violences urbaines, de tout ce qu'on peut essuyer comme tir de mortier nous concernant, tout ce déferlement de violence. Alors, on va donner aussi la parole à Sofiane Aboubeker, qui lui représente les métiers de la sécurité privée, président de l'association des métiers de la sécurité. Les agents de sécurité sont également mobilisés pour cette soirée de réveillon? Bonsoir, oui, évidemment, comme dans toutes les grandes occasions, la sécurité privée est mobilisée sur l'ensemble du territoire. C'est plus de 10 000 agents de sécurité privée mobilisés ce soir pour permettre à toutes les personnes de fêter le réveillon en sécurité, en tranquillité, puisque, je le rappelle, sur les métiers de sécurité, on a ce qu'on peut voir, c'est-à-dire les métiers de filtrage et les agents qui vont permettre de faire de la prévention, de la médiation, le cas échéant, notamment avec des personnes alcoolisées, mais aussi tout le volet que l'on ne voit pas, les agents de sécurité incendie, notamment, qui seront présents pour pouvoir porter secours, le cas échéant, à des personnes qui pourraient faire un malaise. Donc c'est un travail complémentaire à celui de la police? Alors oui, on ne fait pas le même travail. Les policiers et gendarmes, eux, ils sont là pour faire ce qu'on appelle du maintien de l'ordre. La sécurité privée, c'est avant tout un travail de prévention, puisque on le sait, quand un agent de sécurité est présent sur des événements, c'est en moyenne 90% de risques en moins, donc de risques prévenus. Donc l'effet direct de la sécurité privée permet d'assurer une certaine forme de tranquillité. D'ailleurs, beaucoup de maires de petites communes, notamment lorsqu'ils organisent des fêtes de village, font appel à la sécurité privée parce qu'ils n'ont pas forcément des effectifs de police et de gendarmerie. Et c'est bien normal, puisque le travail de la police et de la gendarmerie, c'est de faire du maintien de l'ordre, de lutter contre la délinquance, de lutter contre les violences urbaines et aussi de faire un peu de travail d'enquête en matière criminelle. Ce qu'on craint, bien sûr, lors de ces soirs de fête, c'est la consommation abusive d'alcool. Ça dérape la nuit lorsque les excès d'alcool se font sentir. Ça se transforme en bagarre, en embrouille. Alors, systématiquement, oui, l'alcool, mais la drogue aussi, puisque malheureusement, un certain nombre de personnes consomment des drogues et vont dans des soirées, y compris des soirées privées, droguées et alcoolisées. Et donc, perdent mécaniquement le discernement et vont commettre des actes qui peuvent être dramatiques pour certains. Donc, du coup, avoir une présence d'un agent de sécurité privé sur le site permet naturellement de prévenir ces actes et de ramener une certaine forme de tranquillité pour que la fête se passe dans les meilleures conditions possibles. Oui, je parlais d'excès, c'est un peu la soirée, de tous les excès, la soirée du réveillon. L'excès d'alcool lié à la conduite, selon la prévention routière, 40% des Français ont l'intention à la fois de boire et de conduire, donc ce soir. Et d'ailleurs, les principaux accidents de la circulation, un soir de réveillon, sont liés à l'alcool. Donc mobilisation des services d'urgence. Mobilisation des services d'urgence, puis on en profite quand même pour resensibiliser les personnes qui nous regardent. C'est maximum 2 verres, et encore, je tiens juste à le rappeler, ça c'est 0,5 grammes par litre d'alcoolémie, ça correspond à ça c'est pour un conducteur classique, jeune conducteur c'est 0,2, donc c'est 0 verre, je le redis, c'est 0 verre. Et je tiens juste à rappeler aussi que Santé publique France, dans leur papier avec les recommandations, rappelait bien le fait que, en fait, à partir d'une consommation d'alcool, même du premier verre, il y a une augmentation du taux d'accident. Combien de temps on met pour dégriser en quelque sorte ou digérer le verre d'alcool qu'on a bu? Est-ce qu'il faut attendre 1 heure et on peut reprendre le volant? 2 heures? C'est variable en fonction des gens, mais pour un homme de 70 kg d'une morphologie normale, avec un foie qui fonctionne, avec un rein qui fonctionne, normalement, en 1 heure, il perd 0,1 grammes par litre. Donc si par exemple vous avez pris 2 verres, vous atteignez le pic à jeun à 30 minutes quand vous avez mangé à 1 heure. Donc là, on peut se dire qu'il faut attendre 1 heure ou 2 pour être assez tranquille et pour pouvoir passer ce cap-là. Mais le meilleur conseil qu'on peut donner aux gens, c'est toujours d'avoir un conducteur sobre, ce qui permettra d'éviter tout problème derrière. Qu'est-ce qu'on voit arriver aux urgences un soir de réveillon? En fait, aux urgences, on voit arriver pas mal de choses. Alors finalement, c'est pas seulement le soir de réveillon où on voit des choses, c'est surtout le lendemain et le surlendemain, puisque les gens attendent le plus souvent, puisque vous avez fait la fête, vous vous dites non, mais ça va, je me suis juste détruit la main, j'attendrai demain. Puis derrière, ça s'est surinfecté. Mais finalement, on va avoir 3 grandes cases. On va avoir tout ce qui est lié à l'alcool, avec les chutes, les fractures,
puis les personnes qui sont apeurées et qui peuvent rester un peu dans des situations un petit peu compliquées. On va avoir une deuxième chose, on va avoir tout ce qui va être lié à la consommation d'huîtres. Pourquoi j'adore les huîtres, pour expliquer, c'est qu'en fait les huîtres, ça symbolise tous les problèmes qu'on peut avoir sur un événement un peu festif. C'est-à-dire qu'on a mangé des huîtres et on t'a mis aux urgences. Comment expliquez-vous En ça? fait, les huîtres, vous avez 3 choses. Déjà, il y a l'aspect, il y a la traumatologie. Comment ça, je prends l'huître. Ah oui, d'accord. J'ai mon les petit maladroits. couteau, bim, je ripe. Et il faut savoir, là, il faut vraiment aller aux urgences. Pourquoi? Parce que le plus souvent, vous n'allez pas faire une dermabrasion. C'est pas juste la peau que vous allez faire partir. Vous avez le couteau à huître dans la peau. dans Et le la problème, peau. c'est que la peau est extrêmement fine et que vous allez avoir tout l'appareil des extenseurs et des fléchisseurs de la main qui vont tout simplement vous parfois être lésés, et donc c'est pour ça qu'il va falloir aller aux urgences pour être reconvoqué le plus souvent le lendemain aux urgences mains pour explorer. Donc ça, c'est tout l'aspect traumato. Ensuite, on a un deuxième aspect sur les huîtres. Les huîtres, malheureusement, c'est des éponges dans l'eau, donc c'est pour ça qu'on surveille ça d'un point de vue même sanitaire, le fait qu'il n'y ait pas de gastro associé, puisque malheureusement, on a toujours eu des épidémies, on a toujours des problèmes qu'on peut avoir avec les huîtres, donc souvent on a mauvaise des huître, problèmes. ça, on le sent quand même quand on l'ouvre. Alors, c'est une expérience personnelle, mais on sait que quand il y a une odeur particulière, faut pas la manger. Ça, vous avez bien raison. Quand il y a une odeur particulière, il faut mieux éviter de la manger parce qu'il y a un vrai risque. Et enfin, le troisième, ça va être la consommation de sel, l'excédent de sel. En fait, les huîtres, c'est extrêmement salé, mais tout comme le saumon. Je savais pas qu'il y avait autant de problèmes avec les huîtres. Sauf que ça permet, en fait, quand on a tous ces problèmes dans le viseur, on est capable de les déplacer ailleurs. Et donc, ça permet d'avoir une idée. Donc, pour les gens, vraiment. Voilà, on fait pour ouvrir les huîtres, on essaie de mettre le gant spécial. Et puis pour les gens les insuffisants cardiaques, on essaie de pas trop en manger à cause du sel. Les urgences sous pression. Oui. Pourtant, il y avait une promesse présidentielle il y a un an de désengorger les urgences. Alors c'est souvent cruel de réécouter les promesses politiques, mais on va quand même le faire. Progrès pour mieux vivre. Je veux que chacun d'entre vous retrouve la certitude que nos enfants pourront bâtir une vie meilleure. Et ce sont nos services publics qui devront porter cette espérance. Mais il faut des résultats concrets et à court terme. D'ici la fin de l'année prochaine, nous devrons avoir désengorgé tous nos services d'urgence. Alors, est-ce qu'effectivement, on a désengorgé tous nos services d'urgence? Et franchement, je connais la réponse. Non, mais vous connaissez la réponse, mais on va répondre. Et franchement, en fait, il y a une certaine fatalité. C'est-à-dire que je pense même pas que c'est un rapport avec le président Macron. C'est-à-dire que maintenant, je pense que tous les urgentistes, on a accepté le fait que les urgences. Donc vous n'y croyez même plus, quoi? Moi, j'y crois même plus parce qu'en fait, ça demande une refonte telle, ça demande de dire des vérités telles que je pense que personne n'est prêt à l'entendre. Parce qu'en fait, à partir du moment où vous avez les soignants qui en ont ras-le-bol, qui demandent globalement d'avoir de meilleures conditions, d'être plus, d'être parfois mieux payés. L'offre de soins, il faut bien se rendre compte que les soins, eh bien, on n'est plus comme il y a 50 ans, c'est-à-dire que, et c'est tant mieux, on a beaucoup plus de technologie, donc on a beaucoup plus de choix à proposer aux patients, donc finalement, on a besoin de faire plus de soins qu'il y a quelques années. Et aussi au niveau de la population est vieillissante, donc il y a besoin de plus de soins. Tout ça, ça coûte de l'argent, ça coûte extrêmement cher. Je pense que les gens ne se rendent pas compte du prix de la médecine. Et donc, en fait, et puis, il faut des médecins aussi. Il faut des médecins. Pardon, je vais vous poser une question sincère. Dites-moi. Vous êtes médecin urgentiste. Ouais. Est-ce que vous amèneriez votre enfant s'il avait un problème aux urgences? C'est une question un peu dure quand même que vous me posez, parce que pour être très sincère, en tant que personne lambda, non. C'est-à-dire que je passerai un coup de téléphone avant, ou j'appellerai un copain avant, mais jamais je n'emmènerai pas un ami ou un proche directement aux urgences sans avoir m'être assuré de ce qui allait se passer derrière. Parce que malheureusement, on le voit. C'est-à-dire que les urgences... Vous appelez avant pour savoir s'il y a un temps d'attente? Alors non, c'est pas pour le temps d'attente, c'est plus savoir qui va prendre en charge. Parfois, mais ça, directement... vous pouvez le faire parce que vous connaissez, vous avez oui. mais la personne lambda n'a pas les moyens de se renseigner. C'est la réalité, c'est justement la réalité des urgences. Aussi, l'autre chose... C'est inquiétant, l'urgentiste n'amènerait même pas son ami ou son enfant sans directement savoir le circuit, oui. Parce que c'est une réalité, il faut quand même s'en rendre compte. À une époque, quand on parle à des médecins beaucoup plus anciens, globalement, le delta... il n'était pas si important que ça. Là, clairement, moi je le vois, la différence de prise en charge pour quelqu'un que je vais connaître ou je vais directement appeler pour que ce soit pris en charge, et la réalité du terrain. Moi, je peux vous dire, je suis dans des urgences où vous avez des personnes âgées, post-fracture, la grand-mère qui fait sa fracture du col, on va faire la radio, on va voir qu'elle a une fracture, on va la laisser plus de 30 heures dans un brancard avant d'être hospitalisée.
Enfin, en plus, ça a été démontré qu'il y a une surmortalité associée. Enfin, je veux dire, c'est des trucs, on le sait maintenant, on l'a admis, c'est une fatalité pour les urgentistes. Fatalité. Alors, on va continuer de suivre aussi le déplacement sur le terrain du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, à quelques heures du réveillon. Bruno Retailleau qui était à Aubervilliers, en région parisienne, et on l'a entendu en direct aux alentours de 18h, et qui maintenant se trouve à Montmartre, auprès des pompiers. Nous sommes avec Rebecca Blanc-Lelouch, qui suit le déplacement de Bruno Retailleau, qui va donc finalement vérifier si le dispositif de sécurité est en place. Oui, absolument. Il est aussi là pour échanger, accompagner la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Là, nous sommes à la caserne de la BSPP à Montmartre. Bruno Retailleau se rendra ensuite vers la place de l'Étoile pour effectuer une déambulation, toujours pour saluer les effectifs mobilisés et constater le dispositif de sécurité en place, comme vous l'avez dit. Je le rappelle, 10 000 forces de l'ordre, forces de sécurité, policiers, gendarmes, secours et sentinelles sont mobilisés, 6 000 policiers et gendarmes dans la capitale également, avec un point d'attention particulière ce soir, les Champs-Élysées, puisque c'est là où aura lieu la célébration de la Saint-Sylvestre et évidemment le feu d'artifice. On rappelle le principal risque de cette soirée, ce sont les violences urbaines. Le préfet de police Laurent Nunez rappelle qu'aucun débordement ne sera toléré tant sur les Champs-Élysées que sur l'ensemble de l'agglomération. La plus grande fermeté sera employée pour y mettre un terme, évidemment. Merci Rebecca, avec ce déplacement donc du ministre accompagné du préfet de police Laurent Nunez, le ministre Retailleau sur le terrain, et qui va ensuite se déplacer en haut des Champs-Élysées, sur l'Arc de Triomphe, là où on attend quand même plus d'1 million de personnes, comme chaque année. Une mobilisation de 10 000 forces de l'ordre à Paris et en région parisienne, 100 000 sur l'ensemble du territoire. On parlait des urgences un instant, la nécessité aussi de sécuriser le personnel hospitalier, qui est parfois pris directement à partie par des gens alcoolisés qui en ont marre justement d'attendre et qui peuvent même parfois s'en prendre physiquement aux infirmières, aux médecins. Et c'est le rôle aussi de la sécurité privée de protéger ce personnel. Sofiane Aboubeker, votre personnel est mobilisé ce soir ? Ah, bien entendu. Le chiffre de 10 000 agents supplémentaires, c'est uniquement pour protéger d'une façon habituelle les événements qui ont lieu le 31 décembre. Mais la sécurité privée est aux premières loges pour protéger les établissements de santé en France, qu'ils soient publics ou privés, et notamment d'être présents aux urgences, parce que on le sait, le 31 décembre est en général une soirée un peu particulière, puisqu'on a un peu tout qui vient, avec des personnes plus ou moins alcoolisées, là où également en situation de drogue. Et comme on le sait, et c'était rappelé par votre intervenant il y a quelques minutes, le temps d'attente est massif. Et comme le temps d'attente est massif, des personnes peuvent avoir mal ou avoir l'impression qu'on ne va pas s'occuper d'elles suffisamment rapidement, et donc vont devenir soit violentes physiquement, soit violentes de façon verbale à l'égard du personnel soignant et du personnel d'accueil d'urgence. Et c'est dans ce cadre-là que les agents de sécurité privée interviennent pour pouvoir désescalader et tenter une médiation entre les patients et les accompagnants en général qui viennent, parce que les accompagnants sont aussi source de problématiques, notamment quand certains veulent pouvoir pénétrer dans les urgences au lieu de patienter dans les salles d'attente. Et donc tout cela crée une situation de tension qui fait que s'il n'y a pas de personnel de sécurité privée, le personnel soignant est littéralement agressé, et le 31 décembre est une soirée assez particulière en la matière. Merci Sofiane Aboubeker. Un dernier mot sur la mobilisation sur les routes des gendarmes, des policiers, parce qu'il y a la crainte d'accidents liés à la consommation d'alcool, particulièrement ce soir. Je rappelle un chiffre de la prévention routière qui ne sont pas très rassurants. 40% des Français pensent qu'ils vont à la fois boire et conduire ce soir. Ce soir, vous aurez plus de déplacements, tout simplement parce qu'ils vont aller faire la fête à droite à gauche, les gens, en famille ou pourquoi pas sur les champs. Plus de déplacements et plus d'alcool. Donc forcément, vous aurez plus d'accidents. C'est pour ça que nous, de notre côté, il y a une volonté totalement affichée et assumée de contrôle accentué sur tous les axes, sur les autoroutes, les nationales, les départementales, parce que le but, c'est pas ce soir d'être dans la mansuétude, c'est d'être dans la fermeté, d'être dans la dissuasion, parce que oui, il y a un risque et tout ce qu'on veut, c'est éviter les drames le plus possible. Merci, voilà ce qu'on pouvait dire sur la mobilisation policière. Voilà. On va mettre... Je refais, actualiser. On va mettre 10. Je vais
Je vais mettre... Ce soir pour cette soirée du réveillon, en espérant bien sûr que la fête se déroule sans encombre. Pause. Voilà. Je vais te mettre là, on recherche. Non. Je mettrai là. Tac. Gabriel Clossès, sur les 90 000 policiers et gendarmes mobilisés en France pour le jour de l'an. Quand une civilisation est en train de se déliter, il y a la répression infine. D'accord. Nouvel an. 10 000 membres de 10 000 membres de forces de l'ordre mobilisés à Paris et la petite couronne. Réveillon de Nouvel An. Il y a un risque terroriste toujours présent, rappelle Laurent Nunez, préfet de la police de Paris. Il y a un périmètre de protection antiterroriste, donc qui est possible depuis la loi de 2017. Donc... Justement, sur les réseaux sociaux, vous parlez des Champs-Élysées, il y a un appel qui a été lancé pour venir manifester pour défendre la cause palestinienne. Qu'est-ce que vous dites à ces personnes qui souhaiteraient venir Les manifestations sont... Donc, d'abord, sur les Champs-Élysées, il y a un périmètre de protection antiterroriste, donc qui est possible depuis la loi de 2017. Donc ça veut dire que toute personne qui va accéder sur les champs fera l'objet de fouilles, de palpations extrêmement exhaustives. Bon. Donc ça, c'est le premier point. Donc, et puis ensuite, dans ce périmètre, les manifestations sont interdites, quand elles ne sont pas déclarées, évidemment, mais elles sont... De toute façon, on n'accepterait pas de manifestation. C'est un moment festif. Il n'y a pas de place pour la revendication dans ces moments-là. C'était déjà le cas, si vous vous en souvenez, l'année dernière. Il y avait eu des appels à manifester pour la cause palestinienne. Il y a eu 2 tentatives de manifestation qui avaient été immédiatement dispersées par les effectifs le soir du 31 décembre. Et si ça devait être le cas ce soir, il en irait évidemment de même. On disperserait immédiatement ces manifestations qui sont interdites. D'ailleurs, dans un périmètre un peu plus large que le périmètre de protection. Voilà, on a interdit les manifestations. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour les manifestations revendicatives. Et là, on est dans un moment de festivité. Et donc, ces manifestations sont interdites. Vous nous avez détaillé le dispositif colossal pour ce soir. Très concrètement, qu'est-ce que vous craignez en fait ? Non, d'abord, sur les Champs-Élysées, il faut qu'on soit attentif parce qu'il y a une foule importante. Il y a le risque terroriste qui est toujours présent, d'où ces dispositifs de fouille, de palpation, cette présence policière. Le ministre de l'Intérieur a souhaité qu'on ait le même dispositif que l'an passé, c'est-à-dire un dispositif très musclé qui nous permet d'assurer une présence visible des forces de l'ordre partout sur ce lieu de festivité important que sera les Champs-Élysées. Mais nous ne négligeons pas pour autant, bien évidemment, la prévention des violences urbaines. Il en a fait état juste avant par votre journaliste. Comme sur l'ensemble du territoire national, sur instruction du ministre de l'Intérieur, nous avons pris toutes ces mesures de prévention des violences urbaines, avec des arrêtés de police administrative visant à interdire les ventes d'artifices. D'ailleurs, je tiens à saluer l'activité des fonctionnaires de police de la préfecture de police, qui ont saisi plusieurs centaines de kilos de mortiers, d'artifices ces jours derniers, dont 320 kilos à Aubervilliers la semaine dernière, donc pour éviter qu'ils soient utilisés en tir tendu contre des policiers. Donc on a pris plusieurs mesures réglementaires, donc notamment concernant également la consommation d'alcool, les ventes d'artifices, je viens d'en parler. Il y a des menaces particulières qui ont été décelées, des signaux sur les réseaux sociaux ? Chaque année, le 31 décembre donne lieu à certains débordements, à certaines violences urbaines qui sont ces dernières années de plus en plus contenues. On est loin le temps où on avait plusieurs centaines de voitures brûlées. Donc voilà, ce phénomène est contenu, mais forcément nous nous y préparons, nous les prévenons par des mesures administratives en amont et surtout, ce soir, nous aurons un gros dispositif policier, pas seulement aux Champs-Élysées, mais partout sur l'agglomération parisienne,
pour être extrêmement réactif s'il y avait des violences urbaines. Les instructions que j'ai passées aux effectifs de l'agglomération, et c'est celle que je reçois du ministre de l'Intérieur, c'est d'être très réactif, d'être très ferme au moindre débordement, moindre tentative d'incendie de poubelle, ou prise à partie des forces de l'ordre. Nous serons extrêmement réactifs et extrêmement fermes. Et d'ailleurs, j'en profite pour adresser un message de mise en garde. Ce sera tolérance zéro, évidemment, sur ces sujets. D'accord. Après, ça reprend le même sujet. Sécurité pour le nouvel an, 10 000 gendarmes et policiers mobilisés en France. On est quand même sidéré de voir qu'on mobilise tous ces milliers d'hommes, estimait Émilie, auditrice de Jacques. Serez-vous? Ouais. Alors qu'environ 18 000 policiers et gendarmes sont déjà sur place, le ministre de l'Intérieur annonce que 500 membres des forces de l'ordre arriveront en renfort. Le GIGN, le RAID est là. Et la CRS CRS 8 sont également mobilisés. C'était quand? C'était le 31. Réveillon du Nouvel An, 1 million de personnes sur les Champs-Élysées. Christophe Castaner qui dit demain c'est près de 10 000 policiers et gendarmes qui seront sur le terrain pour assurer un haut niveau de sécurité. Castaner s'est exprimé ce matin sur les dispositifs mis en place pour le jour de l'an et appelle à la prudence et à la responsabilité de chacun. Dites-moi dans les commentaires si les tweets et la vidéo. Dites-moi dans les commentaires si les tweets et la vidéo vous plaît. Abonnez-moi à ma chaîne YouTube, Twitch, TikTok et Instagram. Abonnez-moi à ma deuxième chaîne de YouTube. Mettez-moi des pouces. Activez la cloche pour ne rien rater. Et je vous dis à la prochaine.